Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Oui, je fais un don à la Fondation pour l'école. Un enseignement de qualité est possible. La Fondation pour l'école reconnue d'utilité publique agit pour le renouveau éducatif au service des familles. Grâce à vous, nous soutenons la création et le développement des écoles indépendantes. Nous aidons au quotidien les acteurs de la liberté scolaire. Faites un don sur fondationpourlécole.org. Allez, on en parle. Je reçois ce matin dans cet éclairage Samy Biazoni. Vous êtes docteur en philosophie et essayiste pour parler de la puissance de la langue française, mais aussi de son déclin réel ou fantasmé. On en parlait tout à l'heure. Mais on va également évoquer le fait que cette langue française est victime d'ajustements de plus en plus problématiques et qui doivent nous inquiéter. Bonjour Samy Biazoni. Bonjour Nicolas. Alors merci d'être dans notre émission, notre matinale. Vous avez d'ailleurs fait paraître un ouvrage collectif que vous avez dirigé, Le malaise dans la langue française aux très bonnes éditions du Cerf. Et un autre livre devrait paraître normalement septembre 2023, je crois, statistiquement correct. C'est ça, Samy Biazoni ? Tout à fait. Là, j'y aborde un autre sujet qui est la place de la statistique publique, la place du chiffre dans la société. Après avoir traité des lettres, je parle des chiffres. Eh ben, il y a un vaste sujet aussi, mais on en parlera d'ailleurs dans une autre émission. On va immédiatement rentrer dans le vif du sujet. Finalement, quel est ce malaise dans la langue française et de quoi est-il aussi le symptôme, Samy Biazoni ? Alors, le malaise dans la langue française, celui qu'on a cherché à décrire avec tous les auteurs que j'ai conviés dans cet ouvrage collectif, c'est celui de la crispation que l'on voit poindre autour de ce qui n'était pas un débat dans le passé. Et ce qui n'est pas un débat, c'est la forme de la langue. Et on assiste à des débats de plus en plus durs sur cette forme de la langue, sur des altérations typographiques, sur des emplois sémantiques, et notamment autour des revendications dites ou liées à l'écriture inclusive ou au langage épicène. Jusque-là, en fait, on ne se préoccupait pas ou peu, en réalité, des mots qu'on employait. Ce qui importait, c'était le discours. Et depuis quelques années, et sous la pression de militants plutôt bien organisés et très bien relayés aussi, notamment par les institutions, on en est venu à traiter de la forme même de la langue. Et c'est de ce malaise-là que l'on voulait rendre compte dans cet ouvrage. Il y a une volonté, quand vous parlez de militants, est-ce qu'il y a une volonté de quelques-uns de saper finalement les fondements de la langue française pour vous ? Alors, il est difficile de dire que l'objet de la militance, c'est la pureté de la langue ou la forme de la langue elle-même. C'est-à-dire que c'est plutôt un moyen. Aujourd'hui, les militants revendiquent l'inclusivité ou l'inclusivisme le plus large possible, celui qui consiste à indifférencier les individus. Ce faisant, ils vont utiliser la langue comme un matériau malléable, pratique, manipulable, et in fine s'attaquer à l'un des fondements les plus importants de notre finalement vie ensemble, vie en société, vie en commun, de notre démocratie, mais aussi de notre culture. En fait, ils s'en servent comme un outil, dans ce terme d'inclusion, vous en parlez, un outil pour, alors pas saper, le mot est peut-être un peu fort, mais finalement abîmer la langue et peut-être faire passer aussi une idéologie au-delà de la langue française ou par le biais de la langue, non ? Oui, il est certain qu'en fait, dans le mode de pensée qui est défendu, il y a une notion tout à fait centrale qui est celle de performativité. Le mot peut paraître un peu barbare, mais c'est simplement celui qui consiste à dire que en énonçant un fait, un événement, une chose, on le fait advenir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous direz, d'ailleurs, la terminologie même du phénomène que l'on décrit, l'écriture inclusive ou le langage inclusif, dit quelque chose. Il dit qu'à chaque fois que vous répéterez que le langage est inclusif, vous sous-entendrez que la forme du langage tel qu'on l'emploie déjà le serait insuffisamment, c'est-à-dire que le français tel qu'il est, et avant d'être réformé, serait insuffisamment inclusif, donc excluant ou exclusif. Et vous voyez bien que là, à chaque fois que vous répéterez, vous reprendrez cette terminologie-là, vous acterez le fait que la langue, telle qu'elle est insuffisante pour rendre compte des inégalités, des discriminations et pour les faire disparaître. Et en fait, cette croyance en la performativité, c'est-à-dire en la force du langage, celle consiste à dire, mais par exemple,
je décide de mon genre, et par le simple acte d'énonciation, mon genre advient, je décide d'être une femme, j'énonce que je suis une femme. On le voit bien avec le débat autour de la transsexualité dans certains pays, et puis en France, on n'en est pas loin. Il suffit à l'individu d'énoncer son souhait vis-à-vis du genre pour que l'institution soit sommée de se conformer à ce souhait-là. Et comment, finalement, cette sommation s'effectue au travers de la langue. C'est cela, la performativité. Donc oui, effectivement, il y a aussi une vision du monde qui sous-tend ces revendications vis-à-vis de la langue. C'est tout à fait évident. Et j'ai quand même l'impression, en vous écoutant, qu'il y a aussi une volonté d'appauvrissement également de la langue, de travestissement peut-être pas, mais d'appauvrissement aussi peut-être intellectuel par des parallèles très rapides, voire hâtifs, pour imposer une nouvelle fois une idéologie qui leur sied bien. Alors paradoxalement, on a un double mouvement. On a probablement un mouvement d'appauvrissement, et ce mouvement d'appauvrissement, c'est celui qui consiste à dire que certains mots doivent être bannis de la langue. Oui. Vous voyez, certains mots qui étaient tout à fait neutres par le passé deviennent des mots qui heurtent aujourd'hui, qui peuvent être, pour reprendre le vocabulaire qui est usité, offensants, et on vient les rayer d'une partie de la littérature, on vient empêcher leur emploi. Donc effectivement, en ce sens-là, il y a une forme d'appauvrissement de la langue. Mais en même temps, et c'est le grand paradoxe, il y a une forme de complexification. On vous somme aussi de maîtriser tout un nouveau langage pour traiter de la sexualité, pour traiter de la race, pour traiter de ce que l'on appelle les intersectionnalités, c'est-à-dire tout ce qui se situe au confluent des discriminations de genre, de race, de physique, de culture, d'origine. Et en fait, cette nouvelle terminologie, elle vient considérablement complexifier. Prenez l'exemple du point médian, par exemple, qui n'est pas un élément terminologique, mais typographique. Si vous voulez utiliser le point médian, c'est-à-dire systématiquement marquer les deux genres dans la langue, les instituteurs, point RIS, pour dire les instituteurs et les institutrices, vous voyez bien que vous complexifiez la lecture. Et vous trahissez un principe extrêmement important dans la langue, qui est celui de parcimonie de la langue. En fait, une langue est un matériau organique, et une langue se nourrit, bien évidemment, de nouveaux termes, de néologismes, mais elle est toujours régie par ce principe d'économie, c'est-à-dire que elle doit être un instrument efficace et normalement se débarrasser effectivement de ce type de fioritures par elle-même. D'ailleurs, c'est ce qui fait que il est difficile dans le français finalement d'assister à des mutations trop rapides ou trop violentes et que finalement les promoteurs de ces nouvelles formes se heurtent à beaucoup de résistance, même très naturelle de la part des locuteurs. Mais il y a une question qui me brûle les lèvres, Samy Biazoni, c'est-à-dire que comment vous réagissez-vous quand vous voyez dans certaines administrations, je dis bien certaines administrations, ou certaines personnes dans certaines administrations utilisent dans les mails le langage ou l'écriture, inclusive. Comment on peut réagir à ça et quel regard portez-vous vous, là-dessus? Alors, on est face à une véritable ambivalence de la part du gouvernement et des institutions. D'un côté, on a eu la circulaire Philippe, la circulaire Blanquer, c'est-à-dire entre 2017 et 2021, des manifestations de résistance, l'un dans les textes officiels uniquement, c'était la circulaire Philippe, l'autre dans l'école et uniquement dans les enseignements, c'est-à-dire qu'effectivement, les services tiers, les services administratifs, la communication officielle, elle peut continuer à employer le point médian, des barbarismes ou des néologismes. Tout ça pour répondre aux exigences d'inclusivité. Et de l'autre côté, donc d'un côté on a ces résistances et de l'autre on a l'État qui finance des guides, notamment par le Haut Conseil à l'égalité, des guides qui promeuvent véritablement l'usage finalement des formes dites inclusives. Et ça, ce en même temps, pour reprendre la terminologie du président de la République, il se situe jusqu'à la manière, finalement, jusqu'au discours du président lui-même. Lui-même use et abuse ce qu'on appelle la double flexion. Vous l'entendrez toujours, d'ailleurs, il est moqué pour cela, parler des Françaises et des Français, de celles et ceux, à outrance. C'est-à-dire que finalement, son discours en perd sa fluidité naturelle parce qu'il essaye de marquer systématiquement les deux genres, la dualité de genre. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui ne le trompe pas. Et aujourd'hui, on a des institutions qui sont très, très ambivalentes, très ambiguës sur le sujet. Alors là, je vais vous poser la question de savoir comment faut-il réagir. Oui, pardon. Non, allez-y, poursuivez. À manifester sa désapprobation. Bien sûr.
Donc le citoyen est légitime dans la manifestation de sa désapprobation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule langue, cette langue est le français, ce français est normé, c'est le français que l'on enseigne à l'école, c'est le français qui est promu par l'Académie française, qui est la seule institution d'ailleurs à pouvoir se prononcer sur la bonne formation de la langue et les bons emplois. Alors bien évidemment, la société aussi a son mot à dire, une langue est riche et vivante quand tout le monde peut apporter quelque chose à sa construction. Toujours est-il que dans le cadre des institutions, on se doit d'avoir une langue claire et intelligible. Ce qui est très intéressant, c'est qu'après avoir beaucoup louvoyé sur le sujet, la chancellerie fédérale suisse a très récemment indiqué que le masculin générique, c'est-à-dire valait pour la forme neutre, et qu'il était nécessaire, voire qu'il était handicapant, de recourir aux formes dites inclusives. Donc on voit que dans un pays voisin qui a pu être assez progressiste en la matière, on est en train de faire machine arrière. Et c'est plutôt heureux. Alors, je vous le disais, j'ai envie de vous poser pour la fin de cet entretien une question plutôt frontale, pas frontale, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, Samy Biassoni. Est-ce que vous pensez concrètement que l'écriture inclusive est-elle un péril pour la langue française? Si oui, dans quelle mesure? Alors, on a essayé de prendre l'espace d'un ouvrage pour expliquer tous les dangers de la forme dite inclusive. En fait, pour procéder rapidement et de manière très synthétique, 3 grands périls. Le premier, c'est le positionnement du locuteur. C'est-à-dire, selon la forme des mots que vous emploierez et non pas votre discours, on pourra savoir d'où vous parlez quelque part. Vous le voyez dans les communications en entreprise, si vous utilisez systématiquement la double flexion, mesdames et messieurs, les hommes et les femmes, vous marquez quand même une certaine adhésion à une vision du monde. Si vous utilisez le point médian, une autre. Et il y a même des formes encore plus extrêmes qui neutralisent la langue avec un alphabet différent, avec une terminologie particulière. Donc le premier élément, le premier risque, c'est finalement la perte de la neutralité du locuteur. Normalement, un locuteur doit pouvoir manipuler la même langue que tous les autres locuteurs et on ne doit pas savoir ce qu'il pense avant qu'il ait exprimé. C'est le premier point. Le deuxième, c'est la difficulté dans les apprentissages. On complexifie, on l'a dit tout à l'heure, on ajoute des règles qui ne sont pas nécessaires. Le troisième, c'est l'introduction d'une dimension morale dans la langue. Plutôt que de parler du fond des débats, aujourd'hui, on s'écharpe sur la forme des mots employés. Un très bon exemple de cela, c'est le mot femme. Le mot femme est devenu traumatique à certains égards. Certains disent, mais attendez, si vous dites femme, vous négligez tout un pan toute une partie de la population qui ne se reconnaît pas comme telle. Il faudrait utiliser un certain nombre de périphrases comme personne à utérus, personne qui menstrue. Ce ne sont pas là des éléments de fiction, ce sont là des éléments qu'on rencontre. C'est notamment promu par un certain nombre d'associations, par le planning familial lui-même, qui n'utilise plus le mot femme et qui dit que le mot femme est un mot qui est offensant aujourd'hui. Et vous voyez bien que ce qui est offensant, c'est ce que l'on dit, ce n'est pas la forme des mots. Jusque-là, tous les progrès sociaux se sont faits au travers de cette langue que l'on manipule et qui est si belle. Et d'ailleurs, qui charrie toutes les complexités qu'on voudra. Et aujourd'hui, on empêche le débat en empêchant l'individu de s'exprimer comme il le souhaite, même si l'individu est le mieux intentionné, le plus courtois, et le plus bienveillant possible. Et c'est bien là une des difficultés supplémentaires aussi à ces nouvelles revendications vis-à-vis de la langue. Alors, dernière question là-dessus. Je rebondis sur votre exemple finalement que certaines associations ne veulent pas employer le mot femme, trop discriminant, bien entendu. Est-ce que ça note pas, au-delà d'un appauvrissement de la langue, finalement un appauvrissement peut-être culturel également, une société qui par pan s'effondre aussi, non, en quelque sorte? Alors, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que le français est la mère de toutes les causes. La langue est la mère de toutes les causes. Effectivement, si on perd sur le terrain de la langue, on aura perdu beaucoup sur le terrain civilisationnel. C'est ce qui est en train de se passer dans le monde anglo-saxon, d'ailleurs. On voit que, par contagion, les concessions qui sont faites au niveau de la langue dérivent, viennent infuser les revendications sociales, juridiques, et viennent finalement déstabiliser la société dans son ensemble. Quant à la langue comme signal, la langue comme témoin d'une bascule civilisationnelle, mais vous avez probablement raison, malheureusement. On en vient, et probablement par excès
de confiance, par sentiment de réussite ou d'achèvement, parfois de culpabilité, à se dire que le sexe des anges est peut-être plus facile à traiter que les vraies misères du monde, qu'il est plus aisé d'ergoter dans les salons et de s'indigner dans les salons que de traiter les vrais problèmes. Il est plus aisé de feindre, de se préoccuper des discriminations pour laisser les vraies discriminations survenir. En fait, en réalité, c'est peut-être la peur de notre civilisation vis-à-vis de ses propres valeurs, défendre l'humanisme, défendre l'universel, tout en respectant les cultures et les traditions de notre pays. C'est quelque chose qui aujourd'hui est jugé difficile par certains. Et finalement, traiter de ces sujets-là, qui sont à mon sens tout à fait dérogatoires, c'est une manière d'éviter ces questions essentielles et qui fondent pourtant notre humanité. Merci beaucoup, Samy Biazuni. On arrive à la fin de cet entretien. Vous êtes docteur en philosophie essayiste et vous avez dirigé l'ouvrage collectif Malaise dans la langue française aux très bonnes éditions du Cerf, fait apparaître Statistiquement Correct en septembre 2023. Bonne journée à vous.